Le 3 janvier, l'histoire a basculé. Alors que le monde célébrait encore le début de l'année, 150 hélicoptères de l'US Air Force entraient dans l'espace aérien vénézuélien. Le but, la capture de Nicolás Maduro, le président du pays et de sa femme. Quelques jours se sont écoulés depuis et le monde tente encore de comprendre comment les USA ont bien pu exfiltrer un chef d'État contre son gré en à peine 2 heures et demie. Pendant que les images du président déchu menotté à bord d'un navire de guerre américain font le tour des réseaux sociaux, la surprise laisse place à la stupeur. L'opération est un succès militaire, c'est certain, hein. Applaudi par certains, déploré par d'autres, le moins qu'on puisse dire c'est que les méthodes américaines divisent. Et y a de quoi. Mais derrière cette opération digne d'un film d'action, les zones d'ombre s'accumulent. Alors que la poussière retombe, on commence à parler de délit d'initié, d'impeachment, de réserve de bitcoin secrète. Tout se mélange et c'est bien normal, après un événement d'une telle ampleur, on est en droit de se demander quelles conséquences ça pourrait avoir sur la suite. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Petit disclaimer tout de même, ce genre d'événement, ça reste évidemment dramatique et il s'agit pas de spéculer sur la guerre, ni même de minimiser tout ça. Mais bon, on est sur une chaîne crypto, alors on parle de crypto. Allez, c'est parti. L'opération Absolute Resolve restera dans les annales comme le premier exemple de guerre chirurgicale totale. Pour capturer un seul homme, le Pentagone n'a pas lésiné sur les moyens. Avions de chasse, avions de reconnaissance, drones, hélicoptères de combat, forces spéciales. L'objectif était clair, paralyser instantanément toute capacité de réponse des forces bolivariennes. Pendant que les radars vénézuéliens étaient totalement aveuglés, les défenses antiaériennes étaient elles aussi totalement neutralisées. Les hélicoptères des Night Stalkers ont déposé les opérateurs de la Delta Force directement sur le complexe présidentiel, volant à peine à 30 mètres au-dessus du sol pour échapper au dernier dispositif de défense. Mais au-delà de la prouesse technique et militaire, c'est le cadre juridique de l'assaut qui a stupéfié tous les experts. L'administration Trump a refusé d'utiliser le mot guerre. Pour le secrétaire d'État Marco Rubio, il s'agissait que d'une vaste opération de maintien de l'ordre. En s'appuyant sur un mandat d'arrêt fédéral émis par le tribunal de New York, Washington a traité Nicolás Maduro non pas comme un chef d'État protégé par l'immunité, mais comme un criminel à la tête d'un cartel. Cette subtilité sémantique est capitale, elle permet à la Maison-Blanche de contourner, du moins en apparence, les besoins d'une déclaration de guerre officielle du Congrès, tout en justifiant l'utilisation de la force pour exécuter un mandat judiciaire. Bon alors on n'est pas là pour parler géopolitique pendant 3 heures, hein. Déjà c'est pas mon domaine et beaucoup feront certainement bien mieux que moi. Mais fallait quand même poser le contexte. Les conséquences sur les marchés traditionnels ont été immédiates et assez brutales. Le pétrole, dont le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales, a vu ses prix chuter face à la perspective d'une reprise en main des infrastructures. A l'inverse, l'or a continué sa fulgurante ascension et même le bitcoin a bougé à la hausse. Les États-Unis reprennent de facto le contrôle énergétique de l'hémisphère ouest. C'est dans ce climat de bascule géopolitique totale que les yeux se sont tournés vers le plus inattendu des butins de guerre, les serveurs informatiques du palais de Miraflores. Des bruits de couloir ont commencé à se former. Depuis des années, des rumeurs circulaient sur la capacité du régime chaviste à contourner les sanctions internationales. Attention pour que ce soit bien clair, hein. Pour le moment, tout ce que je vais dire ici n'est pas confirmé par des sources fiables. D'après certains, le Venezuela pourrait détenir près de 600 000 bitcoins, soit près de 3% de l'offre en circulation. À titre de comparaison, c'est presque autant que les réserves de Strategy, ou même plus que le gouvernement américain lui-même. Officiellement, le pays ne déclare que 240 BTC. Officieusement, il se pourrait bien que le Venezuela détienne pratiquement 60 milliards de dollars en bitcoin, le plus secrètement du monde. La méthode d'accumulation qu'aurait employé le Venezuela est pour le moins singulière. Pour comprendre comment un tel trésor a pu être constitué, il faut plonger dans les rouages d'une infrastructure clandestine que Caracas a mis des années à perfectionner. Depuis 2019, le Venezuela est frappé par un mur de sanctions américaines. Il y a une interdiction totale pour les banques et les entreprises de traiter avec la compagnie pétrolière publique PDVSA. En clair, le Venezuela est assis sur une montagne de pétrole, mais ils peuvent pas le vendre à qui ils veulent. Selon certains rapports, Caracas a mis en place une logistique de transport digne d'un roman d'espionnage pour continuer à exporter son pétrole, principalement vers la Chine. C'est ce qu'on appelle la Shadow Fleet, ou la flotte fantôme en français. Des centaines de pétroliers désactivent leur système en pleine mer pour devenir invisibles aux yeux des satellites de surveillance. Oui, parce qu'un bateau, c'est comme un avion. Il a l'obligation d'être identifié et visible sur les radars. C'est une sorte d'adresse IP, si vous voulez, mais pour des bateaux. Les cargaisons sont transférées de bateau à bateau en eau internationale avant d'être administrativement requalifiées comme du pétrole malaisien ou indonésien. Puisque le système bancaire leur est fermé, PDVSA a imposé à ses clients l'ouverture de portefeuilles crypto. L'USDT de Tether est devenu le nouveau dollar de Caracas. C'est un outil parfait, il a la stabilité du billet vert mais il circule en dehors du réseau bancaire traditionnel. Tether affirme coopérer activement avec le Trésor américain pour geler certaines adresses. Mais faut pas se leurrer, il y en a une bonne partie qui passe entre les mailles du filet. Surtout que dans tout ce montage, il y a une part significative qui aurait été convertie en Bitcoin, justement pour échapper définitivement aux sanctions internationales. C'est de cette réserve dont il est question lorsque l'on voit tout le monde spéculer sur un tas de Bitcoin dans les coffres du Venezuela.
C'est aussi très probable que le régime de Maduro se soit adonné à un minage intensif de Bitcoin, au nez et à la barbe de tout le monde. Il y a plusieurs années déjà, le pays tentait de prendre le contrôle du minage de BTC sur son territoire en confisquant des mineurs du secteur privé. En 2020, on a même l'armée elle-même qui déclare la création d'une unité spéciale composée de militaires et chargée de miner du Bitcoin. Regardez ça, les gens que vous voyez en train de trifouiller des machines de minage de Bitcoin, c'est des militaires. En 2024, c'est plus de 17 000 ASICs qui auraient été saisis par les autorités sur fond de lutte contre le réchauffement climatique, entre autres. Le truc, c'est que le Venezuela a deux caractéristiques qui rendent le minage extrêmement rentable dans l'idée. Déjà, l'hyperinflation qui frappe le pays, et aussi les sanctions économiques, et surtout le coût de l'énergie qui est ridiculement bas. Alors là, pareil, on n'a pas vraiment de données officielles, et même si on sait qu'il y a eu un minage d'État, on sait pas à quel point. Si ça se trouve, une partie de tout ça a fini sous des rouleaux compresseurs, comme en Malaisie. Ou peut-être pas. En tout cas, dès que la rumeur sur le trésor de guerre du Venezuela a commencé à se répandre, tout le monde s'est excité, même le cours du BTC, et on comprend facilement pourquoi. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la stratégie américaine concernant les cryptos saisis était simple, voire même archaïque. Lorsqu'un criminel était arrêté ou qu'une plateforme comme Silk Road était démantelée, les US Marshals vendaient les bitcoins le plus vite possible pour liquider les saisies. Mais vous le savez, a priori, cette époque est révolue. Depuis la constitution de la fameuse réserve stratégique de bitcoin des USA, les agences américaines ont l'interdiction formelle de vendre des bitcoins saisis. Toute la stratégie de Trump, c'est de faire passer la pilule auprès du contribuable. Regardez, on fait une réserve stratégique de Bitcoin, c'est super, et promis, ça ne coûtera rien en impôts. Du coup, la réserve est constituée uniquement des Bitcoins saisis par les autorités. Jusqu'à maintenant, la réserve de Bitcoin du gouvernement US atteignait les 300 000 BTC, la plupart venant des saisies liées à Silk Road. Maintenant, si les 600 000 bitcoins de Maduro existent et que Trump met la main dessus, bah on change un peu de dimension. Les États-Unis posséderaient soudainement pratiquement 1 million de BTC, dépassant de loin les avoirs de n'importe quelle entreprise privée ou nation rivale. Imaginez un instant si on ajoute les bitcoins de Strategy, qui rappelons-le tout de même est une société américaine. Imaginez si Trump décidait de s'attaquer à Saylor si celui-ci faisait un peu trop la forte tête. Bon, on va loin dans le complot là, mais vous saisissez l'idée. Virtuellement, si on additionne tout, on a pratiquement 2 millions de BTC entre les mains du gouvernement américain qui a décidé de faire de l'industrie crypto son fer de lance. Et encore, je ne vous fais pas l'affront d'ajouter les autres entités détenant du Bitcoin qui sont sur le sol américain. C'est l'aboutissement de la vision pro-crypto de l'administration Trump. Le Bitcoin n'est plus traité comme une monnaie de spéculation, mais comme un actif de réserve stratégique, au même titre que l'or dans les coffres de Fort Knox. Et ce coffre numérique, faut bien l'alimenter. L'objectif de cette manœuvre, il est double. D'abord, protéger l'hégémonie du dollar en diversifiant les collatéraux de la puissance américaine face à un bloc des BRICS de plus en plus menaçant. Ensuite, empêcher la Chine ou la Russie de racheter les tokens saisis par Washington. C'est la théorie des jeux de base. Si cette offre est verrouillée dans les caisses de l'un, elle ne peut pas l'être dans les caisses de l'autre. C'est le principe d'un actif fondamentalement rare. Bon alors je vous le redis, mais attention avec tout ça, ça repose sur pas mal d'hypothèses et une vision que j'exagère volontairement. On construit un scénario, c'est pour le récit. La réalité est et sera certainement bien différente. D'ailleurs, très récemment, on a appris que malgré l'interdiction de vendre des BTC saisis, le Doge aurait quand même autorisé des ventes de BTC via Samurai Wallet. Alors attention parce que les rumeurs enflent très vite, a priori pas de vente, et même si vente il y a eu, ça tomberait pas sous le coup de l'executive order. Mais quand même, vous voyez, c'est encore un exemple d'à quel point la réalité est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Et c'est probablement la même chose avec le prétendu trésor de guerre de Maduro. Bon, quitte à s'amuser avec les théories et les zones d'ombre, plongeons encore un peu plus profondément. Pendant que les forces spéciales risquaient leur vie à Caracas, quelqu'un dans l'ombre pariait sur leur réussite. Sur la plateforme Polymarket, un compte anonyme créé seulement une semaine avant le raid a misé 30 000 $ sur le départ imminent de Maduro. En moins de 24 heures, il a empoché 400 000 $, un timing trop parfait pour être honnête, qui alimente les soupçons de délit d'initié au plus haut sommet de l'État. Et c'est pas la première fois qu'on a des soupçons d'inside trading qui émanent de la Maison Blanche. Alors est-ce que c'est une fuite de documents provenant d'une rédaction new-yorkaise, un proche de la Maison Blanche pas très discret ou un simple coup de chance? On sait pas, mais ce qui est sûr c'est que dans ce nouveau monde où la guerre se parie sur la blockchain, l'éthique semble s'être effacée devant le profit. Ce scandale financier vient jeter de l'huile sur un brasier politique déjà hors de contrôle. Au Capitole, la fureur gronde. Les démocrates dénoncent une violation flagrante de la War Powers Resolution de 1973, accusant Trump d'avoir engagé des hostilités majeures sans l'accord du Congrès. Pour certains élus, ce n'est rien de moins qu'un crime d'agression motivé par le pillage des ressources. En même temps, vu les déclarations de Trump, c'est à peine caché. Les résolutions d'impeachment circulent déjà. L'administration la plus pro-crypto de l'histoire, celle qui a porté le Bitcoin vers les 100 000 $, pourrait s'effondrer à cause des méthodes brutales utilisées pour asseoir sa domination. C'est paradoxal quand même. Pour les investisseurs, la situation est presque schizophrénique. D'un côté, on a le mirage d'une administration Trump toute puissante qui rafle tous les prétendus bitcoins d'un dictateur peu scrupuleux. De l'autre, la menace de destitution qui fait planer une ombre sur la pérennité de cette politique. Si Trump et son administration tombent, que deviendra sa doctrine de superpuissance crypto? C'est pas sûr que les prochaines administrations soient autant tournées que ça vers notre industrie, particulièrement avec l'image de Trump qui planera au-dessus de notre écosystème pendant encore un moment. En fin de compte, on assiste peut-être à une forme de proof of work géopolitique ultra violente.
Si le XXe siècle a été sécurisé par l'or physique saisi pour remplir les coffres des banques centrales, le XXIe siècle pourrait bien s'écrire à coups de clés privées récupérées lors d'opérations militaires musclées. On est passé des traités diplomatiques aux disques durs chiffrés, mais la logique reste la même, hein. Le pouvoir appartient à celui qui détient l'actif que les autres n'ont pas. Alors est-ce que cette réserve stratégique de Bitcoin sera le bouclier qui sauvera l'hégémonie américaine, ou bien le cheval de Troie qui finira par faire imploser le système de l'intérieur? Une chose est sûre, la frontière entre l'État et le code n'a jamais été aussi fine, ni aussi dangereuse. L'échiquier mondial est en marche et les règles changent en cours de partie, et dans tous les cas, ça va être très intéressant à observer. Et évidemment, on le fait avec vous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, alors rejoignez-nous. Si ça vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner. Et comme d'habitude, je vous invite très chaudement à aller voir du côté de Steady Lads pour suivre les aventures de Kara, le trader professionnel du journal du coin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces théories, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.